Bonjour tout le monde, bienvenue. J'espère que vous allez bien. On va démarrer pour tenir les timings parce que les timings au salon SME sont très serrés. J'imagine que vous avez un œil sur plein de choses que vous avez envie de faire pendant la journée. Donc on va tâcher de respecter votre temps. Avant de démarrer, j'ai quand même une petite question que j'ai envie de poser et on va faire un petit jeu. Du coup, on va avoir, comme vous le savez, le titre de cette conférence, c'est « Salariés et entrepreneurs, est-ce qu'on peut vraiment marier les deux ?» Et du coup, j'ai envie de savoir un peu où chacune se situe. Donc, si vous êtes salarié, je vais vous demander de lever la main droite et garder la main droite levée. Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez lever la main gauche. Et si vous êtes les deux, vous pouvez du coup lever les deux mains. Et donc, je vois qu'il y a des gens avec les deux mains levées. Donc, on a des personnes qui font l'expérience concrète du terrain. Si vous n'avez levé aucune main, j'imagine que vous êtes encore endormi. Et c'est OK. Vous avez le droit. On va essayer de vous réveiller tranquillement. Donc, qui est-on pour parler de ce sujet ? Sachant que, et malheureusement, je vais devoir venir ici à chaque fois pour passer mes slides. Sachant qu'on se raconte que se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, c'est un truc énorme. Faut faire un gros saut dans le vide. On quitte toute sa vie d'avant. On en commence une nouvelle avec tous les risques qui sont associés. Et il y a beaucoup cet imaginaire du grand saut dans le vide. Et on s'était dit, pour cette conférence qu'on avait envie de proposer, qu'on voulait déconstruire un peu cette image du grand saut dans le vide. Parce qu'au final, c'est pas nos expériences respectives, à nous 5, et c'est pas forcément la réalité de plein de gens, on l'a vu, qui vivent les choses peut-être de façon plus graduelle ou de plus progressive. Et on peut lisser cette courbe, on peut y aller de façon plus pas par pas, quoi, de façon plus progressive, prendre moins de risques au début pour ensuite au bon moment se lancer et commencer complètement l'aventure entrepreneuriale. Et donc on a chacune une expertise particulière à vous partager à ce sujet. Des personnes qui l'ont vécu, des personnes qui accompagnent des gens qui le vivent sur le terrain. Et du coup, on s'est dit on allait essayer de constituer le puzzle pour vous aider si c'est votre enjeu de devenir salarié plus entrepreneur, ou si vous êtes entrepreneur et que vous avez envie de repasser par une case où vous faites les deux pour ensuite revenir naviguer pleinement dans le chemin entrepreneurial, c'est OK. Et du coup, pour cela, pour commencer, je pense qu'on peut se poser la petite question des prérequis juridiques, parce que si jamais, déjà juridiquement, c'est pas possible, a priori, avec toute l'envie du monde, à part si on fait des trucs un peu au black, mais ce n'est pas le sujet de cette conférence, ça va être compliqué. Et pour ça, je vais passer la parole à Florian, qui a un super compte Insta, qui vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle la Micro by Flo, qui parle de plein de choses fascinantes sur comment ça fonctionne une micro-entreprise. Et donc, Flo, je vais te passer la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, Florian Charpentier. Moi, j'ai créé la Micro by Flo, qui est un média qui vulgarise tout ce qu'il y a à savoir sur la micro-entreprise, auto-entreprise. Voilà, moi, je parle de comptabilité, TVA, CFE, URSSAF, tout ce qu'on adore. Et je l'explique de façon simple, avec un peu d'humour. Et je voulais parler de le côté cumulé, salariat et freelancing. Donc, que ce soit en micro-entreprise ou se lancer même en tant que gérant TNS. La première question à se poser, c'est est-ce que je dois informer mon employeur ? Et en fait, la réponse est non, dans la plupart des cas, sauf si, par exemple, on est fonctionnaire, militaire, etc. Mais tout le reste, on n'a pas d'obligation. Il faut quand même regarder, par contre, s'il n'y a pas une clause d'exclusivité sur le contrat de travail. Alors ces petites clauses, normalement, c'est censé être indiqué sur on n'a pas le droit d'exercer notre activité, etc. On a une obligation de loyauté. Ça veut dire que si on crée une entreprise à côté, elle ne doit pas faire concurrence directement avec notre employeur. Les clauses aussi, il peut y avoir des clauses de non-concurrence, mais ça, c'est aller sur le contrat. Il faut qu'elle soit délimitée géographiquement, l'activité exacte, et il faut qu'elle soit aussi rémunérée. Parce que derrière aussi, il faut qu'il y ait un avantage pécunier derrière avoir cette clause de non-concurrence. Pas de limite d'heures. Donc, quand on se lance en freelance, on est ce qu'on appelle TNS, travailleur non salarié. On n'est pas régi sur le contrat du code de travail. Donc, on peut faire le nombre d'heures qu'on veut. Il n'y a pas de cumul d'heures avec notre activité salariée. Donc, si on veut bosser le week-end, le samedi, la nuit et tout, on peut, on peut le faire. Ce qui n'arrive évidemment à aucun entrepreneur jamais. Exactement. Qu'est-ce que je voulais dire ? Pas de limite d'heure, voir les aides possibles. Alors, il faut quand même se renseigner parce que, en fonction de si on crée notre entreprise pendant qu'on est salarié ou après, on va avoir des avantages, des aides en plus. Je vais prendre un exemple qui revient le plus souvent, c'est l'ACRE.
l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, qui est possible si on est indemnisé par Pôle emploi, maintenant qu'on appelle France Travail. Et du coup, si on est salarié, c'est un peu compliqué d'être indemnisé par Pôle emploi. Il y a certains cas, si on a moins de 30 ans, on peut aussi en bénéficier, l'ACRE, et ça permet d'avoir une exonération partielle, on va dire, des cotisations sociales qu'on va payer à l'URSSAF. Donc on peut se dire, je peux attendre de sortir de mon activité salariée pour lancer ma micro-entreprise ou mon activité en tant que freelance et pouvoir bénéficier de cette aide qui va pouvoir aussi me permettre de pouvoir bénéficier d'une autre aide, l'ARS. Alors l'administration ne sont pas foulés ils ont tout mis à peu près pareil, qui permet d'avoir, on va dire, un capital de son chômage au début. Je prends un exemple, soit on se dit, on se lance, on est à Pôle emploi, à France Travail, pardon, on a le chômage un peu tous les mois, et en fonction de ce qu'on gagne avec notre activité en micro-entreprise, on va recevoir plus ou moins de chômage. Ou alors, on dit à France Travail, merci de me donner 60% de mon capital chômage, on me le donnait en 2 temps. Bon, ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il y a France Travail qui est aussi dans le stand, ils vont vous expliquer. Et 2 choses que je voulais parler qui sont moins connues, c'est le congé création d'entreprise. On a le droit, alors si on a ces 3 ans d'ancienneté, ou 2 ans, si c'est 2 ans d'ancienneté dans une boîte, on peut demander à notre employeur, je souhaite créer une entreprise, donc merci de me l'accorder. Si on est dans une boîte à plus de 300 salariés et qu'on répond aux conditions pour pouvoir en bénéficier, l'employeur ne peut pas trop refuser. Si on est dans une boîte avec moins de 300 salariés, l'employeur peut refuser s'il dit que le fait que vous partiez empêche son activité, etc. Ça peut le bloquer dans son activité, dans l'entreprise, et il peut le refuser. Et aussi, on a le projet de démission-reconversion. Parce qu'aujourd'hui, si on démissionne comme ça directement, on ne peut pas bénéficier du chômage. Mais il y a une possibilité de dire, je démissionne parce que je veux créer mon entreprise. Donc là, on peut bénéficier du chômage pour démission. Mais derrière, on doit passer devant une commission, on doit justifier de son projet de création d'entreprise, et ça passe par business plan, ça passe par présenter devant un jury. C'est long, les démarches, mais derrière, vous êtes content, vous allez pouvoir avoir le chômage en plus quand vous allez partir. Voilà un petit peu les points que je voulais aborder, juridiques, on va dire. Si je me permets de reformuler, Florian, et tu me corrigeras si j'ai pas compris, comme ça je vais essayer de jargoniser encore moins, parce que tu l'as déjà super bien fait, on est sorti du jargon clair, mais ce que je comprends, c'est que si je suis dans une posture où je suis salarié aujourd'hui, la première chose à faire, c'est de checker mon contrat de travail et voir est-ce que j'ai une clause d'exclusivité ou pas, qu'est-ce que ça dit sur le fait de lancer mon projet à côté. Et ça peut être du coup plus ou moins bloquant. Si j'ai une clause d'exclusivité et que mon envie c'était de faire le même métier en freelance à côté, peut-être que bloquer, du coup ça bloque, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Et la deuxième chose que j'entends, c'est que s'il n'y a pas de clause bloquante, en fait, a priori, j'ai aucun frein quasiment à me dire j'y vais, je teste, je bosse un peu le soir, un peu le week-end, j'essaie de faire des premières missions, des premières choses, et je vois, je goûte l'eau, je mets l'orteil et je vois si ça me plaît. C'est ça. C'est surtout pour les fonctionnaires, les militaires, où là, il y a une demande d'autorisation. Parce que du coup, on vous demande d'être normalement 100% pour votre employeur. Et là, on peut demander des demandes de temps partiel, etc., pour pouvoir exercer une activité à côté. Mais il faut vérifier les clauses et après se poser la question de quand. Est-ce que je le fais pendant que je suis salarié ou après? Je me lance quand je suis complètement disponible. Et moi, j'ai une petite question, si c'est encore le cas, je ne sais pas si tu sais, mais moi, quand je me suis lancé à mon compte, je l'ai fait en parallèle de mon emploi en alternance. Donc, j'étais dernière année de master, j'étais en alternance, j'ai commencé à entreprendre à côté. Et du coup, j'ai pu bénéficier de quelque chose chez Pôle emploi, maintenant France Travail, qui s'appelle l'activité continue. Oui. Où en fait, du coup, j'avais à la fois mon chômage plein, qui ne venait pas être nivelé par mon chiffre d'affaires, parce qu'ils considéraient, t'avais 2 emplois avant, donc maintenant, c'est comme si t'avais encore 2 emplois et tu bénéficies du chômage derrière. L'inverse étant, votre chiffre d'affaires vient niveler votre niveau de chômage par le bas, mais vos droits sont décalés dans le futur. Donc en fonction de notre préférence de comment on peut se faire, c'est peut-être même une bonne idée de facturer nos premiers euros de chiffre d'affaires pendant qu'on est employé pour bénéficier de ce truc-là, si ça existe encore. Alors, ça existe encore, c'est peu connu, c'est vrai, ce qu'on appelle le cumul intégral, l'activité conservée, non salarié conservé exactement. Principe, quand tu l'as dit, si je crée une entreprise, alors là je prends le cas de l'auto-entreprise, micro-entreprise, quand je suis à France Travail,
plus je fais de chiffre d'affaires, moins je reçois de chômage. Et le peu que je reçois de chômage, enfin, qui me reste, c'est décalé dans le temps. Donc ça, c'est bien si on a une activité, on va dire, discontinue. Et après, il y a l'activité, le cumul intégral, où là, c'est si j'ai créé mon entreprise avant la rupture de mon contrat et que j'ai fait une première du chiffre d'affaires ou de la rémunération pour les autres statuts, je peux avoir ce qu'on appelle le cumul intégral. Peu importe si je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires au cours d'1 mois, je recevrai quand même 100% de mon chômage. Et ça, il n'y a pas beaucoup de conseillers France Travail qui en parlent, qui sont au courant. Donc voilà, ça c'est pour ça qu'un conseil que je donne, c'est informez-vous. Il faut vraiment vous rechercher un peu les infos à droite à gauche. Mais ça peut vous permettre d'avoir ce cumul. Par contre, attention, en faisant ça, beaucoup d'entre vous, si vous avez plus de 30 ans, ne pourrez pas bénéficier de l'ACRE. Parce que l'ACRE, du coup, l'exonération de cotisation sociale, c'est si on est à France Travail. Donc il faut choisir un petit peu, est-ce que je peux cumuler tout mon chômage ou est-ce que je veux réduire les cotisations que je vais recevoir? Et ceux qui ont moins de 30 ans, ils ont les deux. Voilà. Donc, différentes stratégies. Merci Florian. Si jamais vous avez des questions, conservez-les. Vous pourrez les poser à Florian à la fin. On fera un petit temps questions-réponses. Mais en attendant, moi j'aimerais bien qu'on parle avec Swan qui est ici. Swan, elle fait partie des personnes qui ont été entrepreneurs à 100%, qui sont repassées par une case salarié entrepreneur et qui ensuite est redevenu entrepreneur à temps plein. Et je trouve que c'était une expérience de terrain hyper intéressante à vous partager, notamment pour casser ce truc de redevenir salarié, c'est parce que je suis nul, mon entreprise ne fonctionne pas. Non, pas du tout. Ça peut avoir une vraie place pertinente dans l'aventure entrepreneuriale d'une personne. Donc Swan, est-ce que tu veux nous partager ton expérience, s'il te plaît? Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en effet, j'ai même fait salariat, entrepreneuriat, resalariat, entrepreneuriat. Donc, c'est toute une aventure, mais je vais essayer de vous faire ça rapidement. Donc, le premier cas de figure, en effet, c'est on est salarié, et puis au bout d'un moment, on se dit, j'ai un petit projet passion. Moi, c'était l'illustration. J'ai envie de commencer là-dedans. J'ai même quelqu'un qui m'a contacté pour me demander un logo, et c'était parti. Je cumulais les deux en même temps. Donc ça s'est super bien passé, j'avais l'ACRE, ensuite le chômage, bref, tout était bien. Ça, c'est un peu le chemin, je trouve, qu'on vous raconte souvent, qui est déjà assez connu. Ah, super, j'ai quitté mon job, maintenant je vis à 100% de mon activité. C'est très chouette et évidemment, je vous le souhaite à tous et à toutes. Mais il y a aussi une autre option qui, selon moi, est un peu moins abordée. C'est déjà les personnes qui gardent le cumul des deux ou qui retournent au salariat parce que malheureusement, il n'y a pas le choix, ça ne se passe pas forcément comme prévu. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé cette année, en février 2024, après 2 ans de URL. Donc en gros, pour faire un rapide parcours, en 2019, je me suis lancée. En 2021, ma micro-entreprise a très bien fonctionné. J'allais dépasser le seuil de la TVA. Et du coup, je me suis dit, tiens, un objet brillant, tout le monde parle du passage en EURL, mais ça doit être merveilleux. Sauf que en réalité, c'était beaucoup trop rapide pour le stade où j'étais à l'époque. Et donc, j'ai passé 2 ans en EURL à un peu galérer parce que on passe de 21%, 24 aujourd'hui, à 45%, donc ça pique un petit peu. Et du coup, fin 2023, début 2024, je me dis, je suis un peu face au mur, je me rends compte que je galère et que financièrement, c'est pas viable. J'ai énormément de charge mentale, je suis stressée tous les jours, alors que j'avais fui le salariat pour m'amuser quand même dans mon entreprise. Et donc, je prends la décision très difficile pour mon ego de reprendre un emploi à mi-temps, parce que je voulais quand même essayer de continuer l'entrepreneuriat, mais je savais qu'il y avait toutes les procédures administratives de fermer une société, de repasser en micro. Donc, je me suis dit, je me lance, je reprends un salariat, mais à mi-temps. Et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver un petit peu un équilibre où je pouvais vraiment travailler 2-3 jours par semaine pour une autre entreprise en tant que salarié, rencontrer des nouvelles personnes, recevoir mon salaire à la fin du mois, ce qui fait du bien, il faut se le dire mentalement, et aussi de séparer le business et le boulot et le perso. Pour vraiment, parce que quand on est 100% à son compte, il faut se le dire, comme on l'évoquait un peu avant, on peut être amené à travailler beaucoup et ne plus arriver à faire cette séparation vie pro, vie perso. Donc ça m'a fait du bien, mais c'est assez challengeant parce qu'il faut réorganiser son quotidien. Donc 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, le week-end, etc. Mais je pense qu'il faut se rendre compte aussi des bénéfices de pouvoir cumuler les deux. Si on a besoin de faire un crédit immobilier, quand on est à son compte, c'est très compliqué. Bon, c'est pas mon cas en ce moment-là, mais voilà, c'est des choses, je pense, qu'il faut prendre en compte. Moi, j'avais vraiment besoin d'espace mental pour pouvoir revenir sur ma micro-entreprise en étant tranquille en termes d'esprit.
Le salaire aussi, il faut se le dire, ça fait du bien parce que oui, on vous vend les 10 000 euros par mois en vendant des formations sur votre transat avec le petit cocktail, mais être entrepreneur surtout seul, c'est très très dur. Et donc, ça fait du bien aussi parfois d'avoir cette stabilité financière et régulière, cet argent qui tombe tous les mois. Et donc, je vous invite vraiment à vous poser la question quand vous vous mettez à votre compte et quand vous réfléchissez éventuellement à reprendre un salariat ou à cumuler les deux. Pourquoi est-ce que vous voulez être salarié et entrepreneur ? La question du pourquoi, de toute façon, elle est hyper importante. Et si vous reprenez un salariat, est-ce que vous voulez que ça dure longtemps, quelques mois, quelques années ? Est-ce que c'est pour un projet personnel à côté ? Moi, je savais que je voulais que ça dure que quelques mois, ce qui a été le cas. Donc, j'ai fait de février à juillet. Et mon objectif, c'était vraiment de pouvoir arrêter avant la rentrée. Donc, j'ai essayé de développer mon business pour reprendre cette activité. Et ça m'a permis aussi, le salariat, c'est à la fois positif et négatif, mais de me rendre compte que en fait, j'aime trop l'entrepreneuriat et j'avais plus envie d'être salarié. Donc c'est un peu bizarre, mais ça fait aussi un rappel, en quelque sorte, et ça nous rappelle le coût aussi de l'entrepreneuriat. Oui, il y a des hauts et des bas, mais ça fait partie du jeu. Et je trouve que quelque chose qui est hyper intéressant dans ce que partage Swan, c'est que pour toi, ça a été le voyage 100% entrepreneuriat. Je reviens pour trouver une forme d'équilibre et nourrir des besoins de sécurité, de apaisement mental, etc., pour ensuite revenir. Mais pour vous, si vous êtes 100% salarié aujourd'hui et que vous avez la destination entrepreneuriale, une autre stratégie qu'on n'avait pas mentionnée juste avant, c'est de peut-être négocier un mi-temps. Et là où on voit que de plus en plus la semaine de 4 jours ou ce genre de choses, ça progresse un peu plus dans les mentalités. Clairement, on n'y est pas encore, mais ça progresse petit à petit, ça avance. Peut-être qu'une bonne stratégie, c'est d'essayer de rentrer dans une phase de discussion, négociation avec votre N+1, votre employeur, pour dire, est-ce qu'on serait pas OK de tester sur une période de 3 mois ou de 6 mois, un mi-temps sur 4 jours, ce qui vous libère du temps et donc qui facilite l'organisation de l'emploi du temps pour pas bosser soir et week-end, pour commencer à tester une activité à côté ou une entreprise à côté, encore une fois, sans prendre ce gros risque, entre guillemets, de tout quitter, etc. Même si je dis gros risque avec des guillemets, parce que comme on l'a vu avec Swan, peut-être qu'on peut revenir ensuite, et c'est OK de naviguer entre les deux formats de statut, c'est pas une guerre, les entrepreneurs contre les salariés, clairement. Je sais pas si quelqu'un a envie de rajouter quelque chose, mais c'est une conversation, vous pouvez. Sinon, je propose... Formidable. Qu'on avance sur un autre axe. Donc là, on était beaucoup sur l'axe, OK, j'ai envie de naviguer d'une posture où je suis salarié ici et je commence le chemin pour devenir entrepreneur à temps plein un jour. Mais c'est peut-être pas non plus une obligation. Peut-être que le modèle salariat plus entrepreneuriat est quelque chose qu'on peut entrevoir de façon beaucoup plus durable, beaucoup plus long terme, et avoir le cumul des deux. Et c'est un modèle dont Flavie, qui est ici, a beaucoup parlé sur LinkedIn ces derniers temps, qui s'appelle, dans ton petit univers, le modèle du salarié diversifié. Et Flavie, si tu es d'accord de nous raconter un peu ce en quoi il s'agit, je vais te mettre la slide suivante, je sais que tu avais des points. Merci, j'aurais bien aimé assister à une conférence comme ça il y a 4 ans quand je me suis lancée, parce que je ne me suis pas du tout posé au départ les questions d'autorisation. Et je vais vous raconter pourquoi, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus s'arc-bouter sur les choses légales, tout simplement parce qu'au début, quand on se lance, on ne gagne pas d'argent, en fait, très vraisemblablement pendant les premiers mois. Et donc, bref, je vous raconte mon parcours. Moi, j'approche de la quarantaine, c'est vraiment très, 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 très proche. Je fais partie de ces salariés cadres qui avaient un très bon salaire. Parisien, donc là on parle de salaire à 6 chiffres, c'est le salaire le salaire principal dans un foyer avec des enfants, donc ça met une certaine pression financière qui rend souvent l'idée de se lancer vraiment tétanisante, parce qu'on se dit pas super, je vais devenir freelance, mais freelance de quoi, bref. En plus j'avais un poste de direction, donc c'est aussi des métiers où on n'est pas forcément expert, et du coup ça se prête pas super bien à la transition vers le freelancing. Ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai lancé mon podcast parce que j'étais passionnée de podcast. Et donc, j'ai créé mon podcast Le Board il y a 4 ans. Et je l'ai fait sans demander l'autorisation parce que pour moi, c'est du ressort du loisir presque. C'est comme écrire un blog. Je sais pas si je suis passionnée de tricot ou de foot ou j'en sais rien. Je pourrais avoir une chaîne YouTube à côté pour en parler. Voilà. Et puis, chemin faisant, j'ai appris énormément de choses et j'ai appris l'entrepreneuriat à vitesse grand V avec le podcasting parce que faut parler de son podcast, faut le faire écouter, faut apprendre les réseaux sociaux, faut etc. Et donc je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais la possibilité de monétiser cette idée, c'est-à-dire d'en faire quelque chose tout simplement.
Et voilà, donc je vous raconte ce parcours mental pour vous dire qu'au départ, vous n'êtes pas obligé de tout de suite vous mettre dans la peau d'un entrepreneur qui va faire un business plan, qui va gagner de l'argent. Surtout que moi, j'avais pas d'idée pour entreprendre. En fait, clairement, j'avais la fibre entrepreneuriale, mais je ne savais pas, j'avais pas l'idée géniale. Et ça, c'est un autre mythe, je trouve, de l'entrepreneuriat, c'est qu'on croit qu'il faut changer le monde pour se lancer. Ben non, l'idée, souvent, la meilleure idée, elle va venir en faisant. Et moi, en podcastant, en recevant toutes les semaines, en faisant des interviews sur le freelancing, c'est que 2 ans plus tard que j'ai trouvé mon idée de produit, c'est-à-dire l'incubateur solopreneur, donc une formation pour aider les indépendants à dépasser leur plafond de verre, etc. Donc, vous voyez, je n'ai pas eu d'idée au départ. Donc, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans où j'ai combiné podcasting et salariat, alors que j'avais un poste à haute responsabilité. Eh bien, j'ai eu le beurre, l'argent du beurre et le sourire du crémier. C'est-à-dire que j'avais mon petit kiff entrepreneurial sans risque. J'avais mon salaire qui continue à tomber et professionnellement parlant, ça m'a encore porté à des niveaux supérieurs parce que plus j'étais visible, plus je recevais de messages de recruteurs dans mes DM sur LinkedIn, etc. Donc ça a vraiment fait un effet boule de neige. Dans mon entreprise, ça s'est bien passé. Voilà, j'ai pas eu de commentaires désobligeants ou quoi que ce soit. Et puis, ça m'a préparé à l'entrepreneuriat. Et ce qui s'est passé, c'est que après, à mon retour de congé maternité, voilà, il y a tout un tas de trucs qui se passent où c'est peut-être des moments plus favorables aussi pour se lancer. Je me suis sentie prête. Et comme j'avais déjà construit cet actif, c'est-à-dire mon podcast, avec un début de communauté, un début de client potentiel, là, j'ai pu me lancer. J'ai négocié mon départ. Donc, j'ai fait exactement ce que tu disais, donc cumul total. Donc, moi, j'ai eu mes droits Pôle emploi. Et moi, je ne me suis pas lancée en micro-entreprise. Je me suis lancée en entreprise tout de suite, en SASU, pour pouvoir justement mettre l'argent que je gagnais dans mon capital d'entreprise, ne pas y toucher, garder mon Pôle emploi, et quand je serai vraiment prête, me lancer vraiment à temps plein. Donc au final, j'ai entrepris pendant presque 3 ans et demi avant la fin de mon Pôle emploi. Donc c'est ce que je vais vous montrer aussi. Vous pouvez étirer comme ça l'horizon temporel. Au lieu de vous retrouver dans le cas de figure de beaucoup d'entrepreneurs que moi je vois, ils sont au bout de leur Pôle emploi et ils n'ont pas encore trouvé leur marché. Ça, c'est dangereux, parce que du coup, le temps passe, c'est comme un petit sablier. En plus, Pôle emploi, maintenant, ça dure 18 mois, donc c'est un peu plus rapide. Et donc, un dernier conseil, choisissez un business model compatible avec le salariat. Non, vous ne pouvez pas lancer le nouveau Doctolib de je sais pas quoi. Ça, c'est pas compatible avec un emploi à temps plein. Oui, vous pouvez être freelance une demi-journée ou une journée par semaine, ça se trouve. Oui, vous pouvez être solopreneur. C'est un nouveau format d'entrepreneuriat plutôt digital. Vous pouvez créer un produit en ligne. Ça, c'est asynchrone. On peut travailler la nuit, le week-end et gagner de l'argent la semaine. On n'est pas obligé de travailler de 8h à 20h. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore ? Il y a plein de business models. Il y en a au moins 7 ou 8 que j'ai notés que vous pouvez combiner avec le salariat, e-commerce, artiste. Voilà, mais choisissez le bon business model. Enfin, la stratégie que j'ai employée me semble tout à fait compatible pour beaucoup d'entre vous. Créer un média d'abord et ensuite trouver son marché. Vous êtes expert en logistique dans le domaine de la grande distribution, créez votre newsletter dédiée. Ça fait monter votre niveau d'expertise, votre désirabilité, votre employabilité. Votre boss va rien vous dire, il va pas vous engueuler parce que vous créez une newsletter sur votre métier. Il manquerait plus que ça. Et grâce à ça, peut-être que demain, ce sera votre futur marché. Je connais un solopreneur, Jonathan Leborgne, qui avait fait ça, qui a créé le média « Je bosse en grande distribution ». Il était chef de rayon, il écrivait des articles de blog sur son métier. Maintenant, c'est un solo business à plus de 6 chiffres, d'accord ? Donc, c'est très, très performant. Et enfin, ma dernière idée pour vous, c'est que je sais que ça a l'air démentiel quand on voit aujourd'hui maintenant le travail que je fais sur les podcasts. J'ai 800 épisodes, machin, mais ça fait 4 ans, mais c'est... Au départ, comment ça a commencé ? J'ai pris 1 heure par jour de scroll sur Instagram que j'ai remplacé, je me rappelle très bien, c'est ma nièce qui m'avait formé, ma nièce de 24 ans, Instagram. Je lui dis, vas-y, comment on écrit des posts et tout. Et j'avais remplacé cette heure de scroll passif sur des trucs qui servaient à rien par un post que j'écrivais à l'époque sur le leadership. Parce qu'à l'époque, j'étais manager, donc c'était mon sujet. C'est tout. J'en ai écrit 1 par jour pendant 6-7 mois. J'ai vu que je tenais la cadence. Après, j'ai lancé mon podcast. J'ai enregistré 5, 6, 7 épisodes d'un coup. J'ai vu que ça tenait la cadence. Et j'ai continué. C'est ce que j'appelle la solopreneur hour. C'est vraiment 1 heure par jour sur votre projet. En 1 heure, on peut faire énormément de choses. Il faut juste pas être dispersé. Il faut se dire, j'ai 1 heure, allez, je fais ma page de vente. J'ai 1 heure, je fais un post LinkedIn. Point. Et allez-y, petit pas par petit pas, parce que 4 ans plus tard, ça me permet, moi, maintenant, de générer plus de 100 000 € de chiffre d'affaires en indépendant, et donc de pouvoir
avoir un projet viable. C'est-à-dire, là, cette année, ça va être la première année où je vais pouvoir me payer comme avant. D'accord ? Donc, ça a pris 4 ans, mais au moins, j'ai pu combiner. Je suis jeune maman, j'ai du temps pour m'occuper de mes enfants, etc. Voilà, donc 1 heure par jour, ça peut amener vraiment très loin. Et je pense qu'on a tous un peu 1 heure de scroll qu'on peut transformer. Ou autre activité, pas forcément les plus épanouissantes. Après, je regarde encore Netflix et tout ça. Hein. Je suis pas complètement obsédée là-dessus. C'est pour vous dire que du temps perdu, on en a plus que ce qu'on croit. Et voilà, donc très, très épanouissant. Et moi, j'ai beaucoup dans ce programme, la salariée diversifiée, de cadres, de managers, surtout en corporate, où en fait, on a de la place aussi dans nos jobs pour avoir un peu de temps de réflexion, voilà, et se lancer dans l'aventure sans se faire peur. Merci Flavie. Ce que Flavie touche un peu du doigt là dans cette réflexion, c'est la question de l'intensité de nos vies de travailleurs et travailleuses, la question de la charge mentale qui peut être liée à notre job ou pas. Et effectivement, rajouter une deuxième casquette professionnelle avec tous les enjeux que c'est de créer, tenir une entreprise, bah ouais, faut qu'on pense à des choses en plus de notre quotidien en tant que salarié. Là où, du coup, Swan en parlait un peu, en fonction de notre job salarié, des fois, quand on passe la porte du bureau, du coup, on peut laisser beaucoup de choses derrière. Quand on est entrepreneur, c'est un peu moins le cas. Et du coup, je me disais que Laure pouvait venir nous parler. Laure est une des porte-paroles principales d'un mouvement qui s'appelle le slowpreneuriat, que vous avez peut-être déjà croisé dans vos sessions de scrolling, justement. Et du coup, Laure va nous parler de si c'est votre intention de mener ces 2 aventures en parallèle, comment on peut le faire et d'une manière qui ne va pas nous mener tout droit au burn-out. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Et je trouve que l'exemple de Flavie est intéressant parce qu'au final, vous avez vu, ça a mis 4 ans. Et on est très pressé aujourd'hui de faire les choses vite, alors qu'en réalité, on peut faire les choses tout à fait étape par étape. Donc moi, je m'appelle Laure Daudier. Effectivement, depuis 2021, j'accompagne des indépendants et des entrepreneurs au slowpreneuriat. Donc c'est l'idée de travailler moins et mieux. Et il se trouve que dans ma clientèle, j'ai beaucoup de jeunes parents, de rescapés de burn-out, et aussi des salariés qui font leur activité à côté. C'est presque le plus positif de devoir travailler pas beaucoup parce qu'on est salarié, c'est par rapport à avoir fait un burn-out, je vous le conseille plutôt. L'avantage, quand on a des contraintes externes comme ça, c'est un petit message d'espoir que je vous donne, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire plus avec moins quand on a des contraintes extérieures que par pure discipline. Aujourd'hui, des gens qui se disent moi je veux pas travailler beaucoup, je veux pas céder à ces sirènes du toujours plus, quand ils n'ont pas forcément d'enfants pour leur mettre des horaires, quand ils n'ont pas un autre job à côté, comme tout le reste de notre écosystème a tendance à nous dire d'aller toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort, l'autodiscipline n'est pas simple. Donc déjà, si vous êtes salarié à côté, ça vous met un cadre. Le premier conseil que je vous donnerais d'ailleurs, c'est d'être très lucide sur ce cadre. Le slowpreneuriat, c'est que du pragmatisme en fait. Ça a l'air comme ça d'être un truc un peu perché, mais pas du tout. C'est être très lucide sur quelle est sa réalité du moment. Donc en fonction de si vous avez déjà un poste salarié, est-ce qu'il est à temps plein ? Est-ce qu'il est à temps partiel ? Est-ce que vous faites du télétravail ? Donc est-ce que vous avez des moments où vous êtes chez vous et vous pouvez boucler vos tâches pour votre employeur rapidement et après vous dégagez du temps pour votre entreprise ? Est-ce que vous avez des enfants qui ne sont pas autonomes ? C'est le cas de Laure, si jamais vous ne l'aviez pas compris. Voilà, c'est-à-dire que ça change un peu la réalité du quotidien, mais encore une fois, ça permet de border aussi, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle et ça permet de cadrer. Donc déjà, faire un point sur ça, quelle est ma situation de départ ? Et dans cette situation-là, quel espace est-ce que j'ai pour développer mon entreprise sans avoir à y passer toutes mes soirées, tous mes week-ends. Au-delà du temps, c'est une question d'énergie aussi. C'est-à-dire que si jamais on a le temps en disant non, mais une fois que les enfants sont couchés, je peux. Peut-être que vous avez une vie sociale, peut-être que vous avez une vie de couple, peut-être que vous êtes juste fatigué de votre journée. Donc c'est essayer de se demander combien d'heures par semaine, sans que ça impacte trop ni mon énergie, ni ma vie sociale et familiale, combien d'heures est-ce que je peux dédier à ce projet-là ? Si vous êtes plutôt dans le cas de Swan à devoir faire l'inverse, c'est-à-dire retourner dans ce cadre-là, c'est un petit peu la même mécanique, mais vraiment poser un cadre sur quel temps j'alloue à chacun. Et le fait de le poser dès le départ, ça va surtout vous permettre, au-delà d'essayer de vous autodiscipliner, mais comme on l'a vu des fois, c'est vrai qu'on pense beaucoup à son projet, on fait au mieux, ça permet d'annoncer ce cadre-là. Parce que quand vous êtes salarié, à côté de votre activité indépendante, si vos clients ne le savent pas, ils ne peuvent pas le deviner non plus. Et donc, ils vont peut-être attendre de vous une réactivité ou des délais qui seraient les mêmes de gens qui sont à temps plein, alors que ce n'est pas le cas. Et je sais que ça peut faire peur de se dire « mais je ne vais quand même pas raconter ma vie à mes clients ».
la plupart des gens s'en fichent complètement, en fait. C'est le cadre, c'est comment est-ce que vous travaillez, dans quel délai vous travaillez. Ça leur va pas, mais ceux à qui ça va, en fait, ils sont au courant. Et ça allège quand même beaucoup la pression, et c'est ce qui va nous empêcher d'essayer de faire vraiment les deux en même temps, son boulot salarié, et puis on fait une petite tâche parce qu'il y a tel client qui nous a fait ça. Et ça rajoute beaucoup de stress et beaucoup de charge mentale, et on s'en passe bien. Le deuxième conseil que je vous donnerais, ça va vous paraître bizarre, mais c'est d'exploiter votre zone de confort. C'est-à-dire, vous demandez, dans les choses que vous faites de manière fluide, de manière simple, dans vos talents, de commencer à monter votre business en vous appuyant là-dessus. Ça peut être une passion. Par exemple, je reprends l'exemple de Flavie parce qu'il vient juste de passer, vous l'avez en tête, mais au-delà du fait que tu aies décidé de monter ton podcast parce que tu étais passionné sur le sujet, je suppose que parler devant un micro n'est pas un truc problématique pour toi. Voilà. Écrire des blogs, etc. Donc, demandez quelles sont les compétences, en fait, qui sont faciles pour vous, que vous aimez bien faire, dans lesquelles vous prenez du plaisir, parce que quand on construit un business, de toute façon, c'est une construction. Donc, plus vous commencez par quelque chose qui est simple, et plus vous allez gagner en performance et en rapidité d'exécution et monter en compétences plus facilement. Donc, il n'y a pas de honte, on n'est pas obligé d'être dans le dépassement de soi permanent, surtout quand on construit quelque chose. Plus on va vers ce qui est facile pour nous, ce qui n'est pas forcément pour les autres, et plus on peut construire en moins de temps. Et ça, je le couplerai avec une notion d'essentialisme. C'est-à-dire que quand on n'a pas un temps plein pour développer son business, c'est normal de ne pas faire les choses ni de la même manière, ni au même rythme que des entrepreneurs qui ne font que ça. Et ce que vous faites est déjà assez. D'autant plus qu'encore une fois, vous avez peut-être d'autres choses dans votre vie. Vous avez peut-être d'autres investissements. Ça peut être évidemment d'avoir des enfants, mais ça peut être d'être impliqué dans de la vie associative, ça peut être d'avoir juste une vie sociale. Donc en fait, on en fait déjà beaucoup. Même quand on arrête de perdre du temps sur des choses pas très utiles, on fait tous beaucoup de choses. Et ça, c'est peut-être ce qui est un peu parfois compliqué, c'est-à-dire ne vous comparez pas à des gens qui n'ont pas la même réalité que vous. Quelqu'un qui développe son business en étant pleinement là-dessus, il ira plus vite. Et puis alors il y en a qui après on peut déléguer aussi en fonction de quand on commence à avoir du chiffre d'affaires, on peut déléguer. Mais c'est être très lucide encore une fois sur le fait que le rythme organique et normal à laquelle vous allez développer votre entreprise quand vous avez un salariat à côté, il est peut-être plus lent. Alors pas forcément tant que ça. Pour le coup, si vous appuyez sur votre zone de confort, vous allez pas il n'y a pas une si grande différence que ça. Mais vous comparez pas avec des gens qui n'ont pas du tout le même quotidien que vous. Ça peut sembler très, c'est pas de l'opérationnel, mais ça joue beaucoup dans ces mécanismes dans lesquels on va chercher à en faire toujours plus parce qu'on veut être au même niveau, au même moment que les autres, alors qu'on vit pas la même quotidien. Donc déjà, si vous appliquez tout ça et que vous êtes conscient de tout ça, vous allez voir que ça va changer, quel que soit votre métier, ça va changer aussi la pression que vous allez vous mettre. Et puis bravo, parce que franchement, faire les deux, moi, avec les enfants en plus, je pourrais pas. Merci Laure. Je trouve que tout ce qu'on s'est dit là depuis le début, ça parle quelque part de la réflexion de quelle est la place du travail dans notre vie et qu'est-ce que ça veut dire pour moi une vie bien vécue. Je ne sais pas si vous avez ces petites statistiques en tête, mais je vais vous les rappeler. Globalement, le travail va occuper une grande partie de nos vies. Selon la manière dont ça a été mesuré, certains disent 90 000 heures, d'autres personnes disent que c'est 10 000 jours, d'autres personnes encore disent 4 000 semaines. Donc il y a plein de manières de le voir. Mais en fonction de où on en est dans notre vie professionnelle, moi ce que j'aime bien toujours avoir en tête, c'est cette question de, avec le temps de travail qu'il me reste, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et quelque chose qui pour moi a fait la plus grande différence dans ce questionnement de la place du travail dans ma vie, c'est ma découverte avec la CNV, la communication non violente. Vous allez vous dire, mais c'est bizarre, pourquoi il parle de ça ? Moi j'ai vu la CNV, c'est ces phrases pour parler avec son amoureux et dire « Quand tu dis ça, moi je me sens... » À la base, c'est pas vraiment ça la CNV. À la base, c'est déjà une communication avec soi-même pour réussir à identifier les besoins qu'on cherche à nourrir avec les comportements qu'on a dans nos vies. Et donc si vous êtes dans cette conférence ce matin en vous disant « J'ai envie de me lancer en tant qu'entrepreneur, peut-être à côté de mon job salarié, peut-être un jour quitter mon job salarié », moi je trouve que la question qui est hyper intéressante derrière, c'est quel est le besoin que vous cherchez à nourrir en faisant ça ? Et en fonction du besoin que vous cherchez à nourrir, peut-être que certaines approches, certaines stratégies qu'on vous a partagées aujourd'hui vont être plus ou moins adaptées.
Et qu'en restant connecté à ce besoin, donc ça peut être un besoin de plus de créativité parce que vous vous ennuyez un peu dans votre job, ça peut être un besoin de liberté parce que vous en avez marre qu'on vous dise vous devez aller chez tel client à tel endroit et que en fait c'est à l'opposé de chez vous et vous en avez marre qu'on vous impose ce genre de trajet et que vous n'avez rien à dire. Donc en fonction du besoin, c'est là où vous pouvez ensuite adapter comment je vais bosser et surtout ne pas vous comparer à des visions de la réussite professionnelle ou entrepreneuriale qui sont aux antipodes de ce besoin. Il y a des personnes, quand vous allez voir, quand vous allez commencer à vous intéresser un peu à tous ces sujets et que vous allez peut-être voir ce que fait Flavie sur LinkedIn ou écouter son podcast, regarder Swan sur YouTube, aller voir Florian sur Instagram, vous allez trouver d'autres gens qui vont vous montrer des photos de Lamborghini, par exemple, qui vont vous dire qu'il faut déménager à Dubaï parce que la fiscalité y est bien plus intéressante. Et quand on a une majorité de prises de parole comme ça, il y a un moment où même nous, avec un peu de bouteille, parce que notre taf c'est de créer du contenu, on se dit... On en a grave marre. Mais même, je sais pas vous, mais moi ça m'arrive de me remettre en question, de me dire, peut-être j'ai rien compris à la vie en fait. Peut-être c'est eux qui ont raison. Et dans ces moments-là, me reconnecter à qu'est-ce qui est important pour moi dans mon chemin entrepreneurial, qu'est-ce qui est important pour moi dans la place du travail dans ma vie, et ça ressemble à quoi pour moi de réussir, ça m'aide à sortir de ces injonctions qu'on reçoit de partout à l'extérieur. Et je me disais que c'était important de conclure sur ça, parce qu'aucune de vos aventures et aucun de vos chemins ne sera pareil entre vous tous et toutes ici, et c'est parfait comme ça. Il n'y a personne qui a une meilleure version que la personne d'à côté. Alors effectivement, moi niveau voiture, j'ai pas trop de préférence, je suis plutôt vélo, on va dire. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous raconter dans le fil de notre pensée, mais on a 10 minutes encore pour des questions. Donc il y a un micro qui est au fond dont vous pouvez vous saisir, je vais vous faire passer celui-là. Donc si jamais vous avez une question, une envie de nous dire quelque chose, n'hésitez pas à lever la main, faire du cas par cas. Peut-être Florian va se transformer en conseiller URSAF amélioré. Ou un partage, ça peut tout simplement être un retour. S'il n'y a pas de questions, c'est OK aussi. Ouais, parfait, merci. Bonjour. Tout d'abord, merci à vous vraiment pour vos partages. Ça fait du bien, ça rafraîchit vraiment, donc super. J'ai plusieurs questions, mais j'en ai une pour Swan. Dans votre recherche d'emploi... On peut se tutoyer. Ça me fait très bizarre. Dans ta recherche d'emploi, à quel niveau de transparence tu as avec les employeurs ? C'est une très bonne question. Alors, c'est vrai que déjà, ça faisait longtemps pour moi que j'avais pas candidaté, donc c'était très bizarre de remettre le pied là-dedans, de refaire un CV alors que tu as 5 ans d'entrepreneuriat et que tu as tout fait par toi-même. Moi, j'ai été hyper transparente et je vois vraiment l'entrepreneuriat comme un gain de compétences, une plus-value énorme pour une entreprise qui avait besoin de moi. Et j'ai vraiment été hyper transparente en disant, voilà, là, en ce moment, mon business, ça fait 5 ans que je le gère, mais je suis dans une phase où j'ai besoin d'être un peu au calme et je veux un mi-temps aussi pour ce genre de raisons, parce que j'ai pas envie de tout abandonner, mais ça allait avec l'entreprise pour laquelle j'ai postulé, c'était pour un mi-temps. Et j'ai vraiment dit, voilà, moi, je suis autonome, je passe ma vie à résoudre des problèmes, je sais très bien communiquer, vous pouvez voir mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, j'ai vraiment essayé de mettre tous les arguments pour dire, l'entrepreneuriat, ça fait de moi quelqu'un qui est hyper autonome et avec beaucoup de plus-value pour votre entreprise. Mais chacun l'approche comme il veut, mais moi, personnellement, je préfère la transparence. Voilà. Tout d'abord, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. En fait, ma question, c'est hors thème, je pense, mais je suis une étudiante. Donc, à la place du salarié, est-ce que je peux faire du freelance à côté de mes études d'une façon, est-ce que je peux le faire? Et aussi, juridiquement, est-ce que c'est ça, ouais, c'est possible? Peut-être tu as une réponse très courte à apporter et après, moi, je peux partager expérience personnelle. Alors, oui, c'est possible. Non, c'est possible. Alors, je vais ajouter une petite info. Alors, étudiant, on peut se lancer sans problème. Il n'y a pas d'autorisation à demander à l'école ou quoi que ce soit. Il n'y a rien à faire. Il y a, par contre, une chose, peut bénéficier de l'ACRE, donc c'est tout bénef, et aussi avoir la prime d'activité en fonction du chiffre d'affaires qu'on réalise. Donc, la prime d'activité, c'est encore une aide que donne la CAF.
Donc vraiment, j'ai envie de dire, il faut se lancer quand on est étudiant. Surtout, il y a des statuts pour démarrer la micro-entreprise. Je le prône parce que c'est pour tester une activité, ça peut être pas mal. Il n'y a pas de frais pour créer, il n'y a pas de frais pour fermer. Donc ouais, j'ai envie de dire, lance-toi, vas-y. Merci. Et moi, je vais te partager mon expérience très concrète du terrain. C'est comme ça que j'ai commencé. Il se trouve que j'étais en alternance, donc ça rajoutait une complexité de gestion du temps. Et à l'époque, je me disais, ça va, je suis jeune, j'ai de l'énergie, donc soir et week-end, ça y allait. Hein. Moi, je faisais pas trop de soirées. À la place, j'étais en train de bosser sur mes clients. De toute façon, j'aimais pas les soirées, donc ça me donnait une très bonne excuse pour dire non. Mais ce que je trouve hyper intéressant quand tu fais ça pendant tes études, surtout si t'es pas en alternance, c'est que t'as des endroits pour tester tes compétences concrètes. Et souvent, une frustration qu'on a, en tout cas, c'est que moi j'avais pendant mes études, c'est ok, c'est super bien, j'ai des intervenants trop cool, j'ai des infos trop intéressantes, etc. Mais j'avais pas de trucs sur lesquels ça accrochait, quoi. Ça passait de l'écran à mon carnet à le devoir qu'on faisait. Et des fois, on avait des projets fictifs, mais bon, on sait très bien que c'est des projets fictifs, et donc les profs qui en plus sont pas sur le terrain, ils ont pas la vraie expérience terrain. Et du coup, je trouve que c'est vraiment cool à faire pendant tes études pour tester tes compétences concrètes sur le marché et voir, ok, qu'est-ce que j'ai besoin de creuser? Et donc, ça peut orienter à quel point tu es actif ou active en cours aussi, parce que tu es plus attentif aux endroits où tu veux progresser. Et tu vois que si je progresse en cours, je fais plus de chiffre d'affaires, donc il y a un intérêt plutôt cool qui dépasse les notes. Et la deuxième chose aussi, c'est que c'est hyper valorisant sur un CV. Donc même si tu entreprends pendant les études et que après tu veux chercher un job salarié sur tes compétences de formation, quoi. Mais en fait, tu arrives en disant hey, j'ai ma formation, mais j'ai aussi un an où j'ai entrepris, j'ai bossé avec tel client, voilà ce que j'ai fait. Et ça différencie complètement ton profil. Donc clairement, gros encouragement. Si en plus tu es là et que tu as l'élan, bah, suis cet élan et te retiens pas, quoi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Une dernière question peut-être? Merci Laure. Merci beaucoup. Fiscalement, est-ce que c'est plus intéressant de se lancer directement, par exemple, à côté de son travail, même si on ne fait pas beaucoup de chiffres en fait au départ, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre parce qu'il y a des bénéfices sur la première année, etc. Oui, fiscalement. Alors, si on parle que la partie impôts, parce qu'il y a tout ce qu'on va payer avec l'URSSAF, les cotisations, et la partie fiscale, les impôts, j'ai envie de dire ça dépend du chiffre d'affaires qu'on va faire. Si c'est pas beaucoup de chiffre d'affaires, il y a des statuts qui permettent de cumuler les deux, plutôt intéressant. Après, ça va dépendre, toi aussi, si tu as beaucoup de frais. Parce qu'en fonction des statuts que tu vas prendre, tu vas pouvoir défrayer pas mal de choses, même des choses que tu utilises en perso-pro. Certains en société font passer une partie de leur loyer, une partie, je sais pas, des frais perso-pro, je sais pas, le téléphone, le vélo, apparemment, oui. Donc, j'ai envie de te dire, il faut faire des simulations. Il y a des sites comme ça, des sites officiels pour faire des simulations, vérifier, parce que ça peut avoir un impact, effectivement, ce que tu vas faire. Par exemple, tu te lances en micro-entreprise, c'est ton chiffre d'affaires, ton revenu qui va être impacté. Sinon, si tu te lances en société, c'est ta rémunération, le salaire que tu te verses. Donc, ça dépend de quoi tu as besoin exactement pour te rémunérer, en fait. Ouais, Juste petit retour pour mon expérience par rapport à l'ERL. Renseigne-toi bien et va pas trop vite, fonce pas directement, prends plusieurs avis avant de choisir pour pas te retrouver comme moi à galérer. Je crois que les experts comptables peuvent aussi te faire des simulations et t'aider à voir différents cas de figure en fonction des statuts, en fonction de tout ça. Et il ne faut pas hésiter. Il y a Number qui est juste en face de notre stand. Allez leur poser aussi ces questions-là parce qu'ils sont normalement rompus à l'exercice. Merci beaucoup. Ouais, t'as une autre question? Bah, c'est avec plaisir. Je veux juste dire un dernier truc, peut-être pendant que le micro réussit à traverser. Moi, j'ai envie de te dire une chose aussi, en complément de, évidemment, se renseigner, va discuter avec les bonnes personnes et tout. Mais j'ai aussi envie de parler d'un côté un peu plus méta. Ne cherchons pas toutes les micro-excuses pour ne pas y aller. Parce que souvent, ça peut être le truc, j'ai pas le bon statut, est-ce que fiscalement, ça vaut mieux d'attendre, etc., etc. On va jamais être au meilleur parfait degré d'optimisation fiscale. On va faire plein d'erreurs. À mon sens, le plus important, c'est lancer le truc, et comme le disait Flavie, on peut faire certaines choses pour lesquelles on facture pas et on construit un réseau, on construit un média, on prend la parole, et
s'informer pendant ce temps, et le moment où on facture, là, du coup, on a fait le taf en même temps. Donc je dirais, n'utilise pas trop ça. Je ne sais pas si c'était ton cas, mais je le dis pour tout le monde. N'utilisons pas tous ces petits trucs qui peuvent nous freiner pour ne pas y aller. Et ta dernière question, avec plaisir. Oui, bonjour. Merci aussi encore une fois à tous. Donc moi, actuellement, je ne travaille pas pour des raisons. J'ai préféré m'occuper des enfants, et c'est vrai que du coup, voilà, parce que là aussi, il y a une charge mentale. Voilà. Voilà. Déjà, bravo. Oui. Donc là, reprise. Et donc j'ai pensé peut-être au portage salarial aussi, voilà, qui peut être aussi quelque chose d'intermédiaire. Par contre, je pensais peut-être dans un premier temps quand même reprendre d'abord en tant qu'employé salarié. Pour une remise en bain, puisque c'est vrai que c'est pas. Après, il y a aussi la recherche des clients, et les clients, voilà, il faut qu'il y ait un CV. C'est vrai qu'après une petite pause, voilà. Par contre, la question, c'était est-ce qu'on peut du coup faire portage salarial en même temps que salarié, ou il vaut mieux d'abord donc faire un parcours salariat et ensuite on arrête pour passer au portage salarial pour éventuellement ensuite après que ce soit un tremplin pour de l'entrepreneuriat pur, voilà. C'est un peu ma question. Parce que oui, donc là, qui concerne plutôt donc à ce moment-là, est-ce qu'on peut faire en gros la même chose, c'est-à-dire dans le même domaine, le salariat et le portage, voilà. Est-ce qu'il y a un problème de concurrence ou pas Ouais. Je vais faire une réponse courte parce qu'à 10h, il y a les autres personnes qui doivent rentrer, donc je vois le temps là-haut. Ça dépend de le statut de ton contrat. Est-ce qu'il y a concurrence ou pas? Est-ce qu'il y a les clauses là-dedans? Et après, sur le portage, j'ai pas la réponse spécifique. Je sais pas si quelqu'un l'a là, mais il se trouve qu'on fait un atelier sur notre stand avec une boîte de portage qui expliquera ce statut. Et donc, si tu veux, je peux t'emmener à la suite ici jusqu'à leur stand pour que tu leur poses la question. Parce que je pense qu'ils seront... Il y a Priam, ouais. Je crois qu'il y en a peut-être d'autres sur le salon, mais comme on n'a pas le temps là de rentrer dans le détail, etc. J'ai vu une main levée, donc à la limite, vous pouvez vous connecter pour en parler juste après. Parlez-en après. Et il y a un stand qui est quelque part. Et ma conclusion, ce sera de dire, si vous avez envie d'approfondir avec nous, mais avec aussi nos collègues, on est 8 sur un stand qui s'appelle Freelance à la Une. Le point commun de nos 8, c'est qu'on est chacune dans des postures où on crée beaucoup de contenu gratuit sur l'entrepreneuriat, sur toutes ces dimensions-là avec des spécificités en fonction des personnes, et on fait de l'accompagnement. Donc on a l'habitude de parler toute la journée avec des personnes qui se questionnent sur leurs emplois. Est-ce que j'y vais pas? Quelles offres, quel positionnement, comment vendre, enfin voilà. C'est notre quotidien. Donc si vous venez venir discuter, on n'a rien à vendre à l'inverse de tous les autres stands. On a beaucoup de choses gratuites à vous donner par contre. C'est le stand Freelance à la Une, c'est un grand stand jaune. Et on a des ateliers toute la journée. Vous en avez manqué un qui était à 9h30 parce que vous étiez là. Mais c'est OK. Il en reste encore 7-8 dans toute la journée. Donc on peut se retrouver là-bas. Merci à vous d'être venus ce matin. Et je propose qu'on libère la salle pour la prochaine conférence pour respecter le temps. Merci.